Le voici donc, ce bébé de 3 kilos. Combien de pages, José Williamo? 1242 pages. 1242. Et vous n'avez pas 2 parents, mais 3 parents. Hein, voilà. C'est ça, vous avez coécrit ça avec Jancis Robinson, Julia Harding. C'est un petit peu la Bible, pas un petit peu, c'est complètement la Bible des cépages dans le monde. On va en apprendre beaucoup plus grâce à un de ses co-auteurs et grâce à vous, Christian Buchard. Alors, 1368 cépages très exactement. Vous ne faites pas les choses en petit, notamment, on l'a répété, au niveau du poids, mais aussi au niveau des auteurs qui ont coécrit cet ouvrage. Comment s'est passée cette rencontre avec cette papesse du cépage et du vin? Bon, pour situer l'auteur la plus connue des trois pour l'instant, c'est Jancis Robinson, qui est la numéro 2 mondiale derrière le critique Robert Parker. Donc en termes d'influence, il y a un listing des gens les plus influents dans le monde du vin, elle est numéro 2. Bon, Robert Parker déguste... moi, je ne suis pas dans le classement ATP pour l'instant. Donc Parker déguste, et il fait des notes de dégustation et s'arrête là. Elle fait ça, mais à côté, elle a aussi tout un travail presque académicien. Elle a déjà écrit plus de 20 ou 30 ouvrages sur le vin, qui ont été des grands succès. Elle a coécrit l'Atlas mondial du vin avec Hugh Johnson, qui est un autre grand ponte dans le domaine. Donc c'est avec elle que j'ai voulu faire ce livre, et c'est grâce à mon étape en Californie, à l'Université de Californie à Davis, avec le professeur Carol Meredith, que j'ai pu rentrer en contact avec cette dame. Je reçois un jour un email de Jancis Robinson, je lui ai dit par la suite, je croyais que c'était un spam. Non, en fait, elle me proposait de remettre à jour son encyclopédie qui s'appelle Oxford Companion to Wine, ce que j'ai fait gratuitement. Et quelques années après, j'ai repris contact avec elle pour lui dire mais il faudrait faire un livre sur les cépages parce qu'il y a tellement de choses qui ont été découvertes avec le test ADN ces dernières années qu'il faut vraiment mettre à jour. On s'est vu à Londres, on s'est vu au Café Anglais, comme elle dit. Voilà, avec l'accent. Voilà, et moi j'avais proposé qu'on travaille un petit peu sur les cépages les plus connus. Je me suis dit vite fait, bien fait, en 6 mois c'est réglé. Et comme c'est une femme très intelligente, elle me dit non, il ne faut pas s'arrêter à ça. On va faire tous les cépages du monde qui sont utilisés pour faire du vin commercialisé. Alors vous aviez dit 6 mois, ça a pris combien de temps? Et là, dans ma tête, j'essaie de calculer combien de temps ça allait faire en plus. Ça fait 4 ans finalement. Alors, vous n'êtes pas inconnu dans le monde de la viticulture en Valais, vous avez déjà signé de nombreux ouvrages, et notamment vous avez fait frémir certains quand on parle du cornalin et qu'on propose de débaptiser ce monument de la viticulture. Tout de suite, on sort les griffes. Est-ce que ça a été la même chose dans d'autres pays où vous êtes arrivé avec votre microscope et votre science ? Il y a d'autres découvertes dans d'autres pays qui ont eu le même impact que le fameux cornalin en Valais, où je précise, M. Williamo ne dit rien aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc moi, je dis simplement, dans mon bouquin, je l'appelle Rouge du pays parce que c'est son nom ampélographique. L'ampélographie, c'est la science de la vigne. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça fait 150 ans que les vignerons mettent Malvoisie sur l'étiquette, sachant que c'est du pinot gris à l'intérieur. Donc voilà, petite parenthèse pour régler la question. Ça fait très bien finalement alors, les étiquetages. Non, mais je préfère prendre mes précautions. Donc ce n'est pas mon rôle de dire aux viticulteurs, aux vignerons ce qu'ils doivent mettre sur les étiquettes. Cela dit, j'ai eu aussi la chance, quand je travaillais en Italie, de découvrir les parents du Sangiovese. Un des parents est toscan, donc jusque-là tout allait bien, mais le deuxième est de Calabre. Et comme vous savez, au nord-sud de l'Italie, c'est pas toujours l'amour, mais plutôt la haine. Donc ils ont très mal pris de savoir que leur Sangiovese, le cépage le plus emblématique d'Italie et surtout de la Toscane, était à moitié calabrais, c'est-à-dire quasiment africain pour eux. Donc ils n'ont pas vraiment aimé la chose et ça fait couler beaucoup d'encre dans les journaux italiens. Et puis il y a d'autres découvertes comme l'identité entre le Zinfandel californien, le Primitivo des Pouilles et un cépage de Croatie qui s'appelle Tribidrag. Ça c'est pas moi mais c'est ma professeure Carol Meredith qui l'avait faite avec nos collègues croates. Ça aussi ça fait couler beaucoup d'encre puisque les Californiens auraient bien aimé avoir quelque chose à eux. Alors on leur dit non c'est pas à vous, c'est plutôt peut-être aux Italiens. Et puis après on dit non c'est pas aux Italiens, c'est aux Croates. Ça c'est du discours de spécialiste. Vous êtes extrêmement précis. Oui. Est-ce que cette Bible, elle est à l'usage de tout un chacun ? Nous l'avons écrite afin qu'elle soit lisible par tout un chacun et à différents niveaux. Si quelqu'un qui aime le vin ou qui s'intéresse au cépage veut juste avoir quelques informations, il trouvera ce qui est nécessaire. Tout est écrit dans un anglais. Ah oui, c'est en anglais. Est-ce que ça sera traduit ? C'est en anglais uniquement pour l'instant. Nous sommes en contact, nos éditeurs sont en contact avec quelques gros éditeurs en France, par exemple Flammarion ou Hachette, mais on n'a aucune réponse officielle et concrète pour l'instant. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher pour traduire. Donc pour l'instant, c'est en anglais. Et tout un chacun pourra trouver des informations. Ça va du professionnel de la viticulture à l'étudiant qui veut faire un travail de master, qui va approfondir, puisque chaque argument est référencé avec 20 pages de bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin. Et on a mis en commun tout ce qui est historique
génétique, tout ce qui est caractéristiques de viticulture, appellation, région de distribution des cépages, quel type de vin ça fait, et dans la plupart des cas, on recommande aussi certains producteurs, ce que je me suis fait un plaisir de faire pour la Suisse. Alors, notamment le Valais, est-ce qu'il y a sa place? Bien entendu, bien entendu. Alors, on a fait un classement des pays, du nombre de cépages par pays. Donc, quand on met dans un pays, c'est qu'on considère qu'il vient de ce pays-là et qu'il est indigène de ce pays. Le premier, c'est l'Italie, largement, avec 377 cépages, suit la France avec 204. Et la Suisse n'est pas si mal placée puisqu'on a 39 cépages en Suisse qui sont indigènes. Et sur ces 39, il y en a un peu plus d'une douzaine qui sont valaisans. Alors, on sait que le Valais est une caverne d'Ali Baba en matière de cépages, 56 si je ne m'abuse, ou peut-être plus, vous me contredirez. D'en avoir aussi peu représenté, est-ce que c'est une claque pour le Valais ou bien pas forcément? Non, ce n'est pas une claque, puisque là, je me suis restreint aux cépages indigènes en donnant ce chiffre. Maintenant, le chiffre que vous avancez, 56, ou je n'ai même pas le chiffre officiel en tête, c'est en prenant en compte tout ce qu'on a introduit récemment, y compris les croisements obtenus dans les stations fédérales les années précédentes. Donc, ça veut dire qu'on a augmenté un petit peu ce chiffre, qui est quand même assez élevé, parce que si on sait qu'on a 5000 hectares, grosso modo, cultivés et qu'on a presque 60 cépages, ça fait une mosaïque déjà de terroirs à laquelle s'applique encore une mosaïque de cépages. Ça complique beaucoup et peut-être pour le consommateur, à un certain moment, on ne sait plus où donner de la tête. Alors, et votre travail au quotidien, parce que là on a le résultat fini, mais José Vuyamo qui se lève le matin et qui écrit son ouvrage, ça donne quoi? Vous êtes derrière un microscope, vous êtes en train de faire de la recherche, comment vous fonctionnez? Alors, c'est pas quand il se lève le matin, c'est plutôt avant d'aller se coucher et longtemps avant. Puisque j'ai fait ça à côté de mon travail à la station fédérale agroscope de recherche agronomique. Et donc ça, c'est des soirées, c'est des week-ends, c'est des vacances qui sont sacrifiées. Et énormément de recherches sur Internet, mais aussi une immense bibliothèque avec beaucoup de bouquins et surtout des articles scientifiques. L'avantage que je sois inclus dans ce livre pour les deux autres auteurs, c'est que depuis une douzaine d'années que je travaille dans le domaine, j'avais rassemblé tous les articles scientifiques que la plupart des gens ne lisent pas. Je les ai digérés et j'ai ressorti ce qui paraissait intéressant pour les lecteurs. Le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent, ce n'est pas nouveau. En tant que chercheur, vous le savez d'autant mieux. Vos futurs projets? Alors, mes projets, pour l'instant, se cantonnent avec la station de recherche Agroscope dans un autre domaine de plantes aromatiques médicinales, sélection et domestication. Quant au projet sur la vigne, eh bien, si j'ai l'occasion d'en faire dans les années futures, il y en a toujours un petit peu sur la pédale. Si c'est moi qui l'ai fait ou d'autres personnes, peu importe. Mais il y en a deux qui me tiendraient à cœur. C'est premièrement analyser l'ADN des restes de vignes dans les sites archéologiques. Je dirais même au niveau de l'arc alpin, pour essayer d'avoir une idée de quelles étaient les familles de cépages qu'on cultivait à l'époque. On n'en a aucune idée. Et le deuxième projet, qui lui devient presque plus urgent, ce serait d'analyser toutes les vieilles treilles de vignes qui se retrouvent encore dans les vieux murs de vignobles dans les Alpes ou contre des façades de maisons, puisqu'elles disparaissent les unes après les autres. Et dans ces vieilles treilles, on a peut-être des reliques de la viticulture, on a peut-être des chaînons manquants dans la généalogie des cépages valaisans ou suisses, ou d'autres régions des Alpes. Et là, plus on attend, plus on aura de risques que ces témoins du passé soient éteints à tout jamais. Une petite dernière question. À vous, personnellement, ça apporte quoi d'avoir fait ce livre, tout ce travail-là? Je pense que les droits d'auteur ne sont pas terribles. Enfin, peut-être que si. Hein. Alors, je ne me prononcerai pas sur les droits d'auteur, bien entendu, mais je vous dirai ce que j'ai dit depuis le début à Jancis Robinson et Julia Harding. Même si je gagnais seulement 1 franc, je ferais la même chose. D'accord. Donc, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de sortir et de mettre à jour, puisque ça fait... le dernier ouvrage de Jancis Robinson sur les cépages datait de 86, il était beaucoup plus succinct. Un ouvrage de cette envergure-là, ça faisait un siècle qu'on n'en avait pas fait. Et en l'occurrence, c'est le sol en langue anglaise. Donc on touche un public mondial pour ce sujet des cépages. C'est pas un moindre avantage finalement, parce que ça fait connaître vos recherches et puis être à l'affiche avec 2 autres pointures, c'est quand même intéressant. Bien sûr, bien entendu. Voilà, et si vous êtes passionné, vous pouvez également vous le procurer, il est là. Il faut avoir des bons bras bien solides, hein, bien baraqués. Voilà, exactement. Wine Grapes, pour parfaire mon anglais, pourquoi pas, hein, ça pourrait servir à ça aussi. Je propose d'en acheter 2 pour faire un petit peu de exactement. Merci en tout cas de nous avoir présenté ce livre. Vous restez encore un petit moment avec nous, vous êtes d'accord? On va parler patois dans un instant, musique également avec les Red Studs qui seront au grand complet en fin d'émission pour un live. On se retrouve donc juste après cette petite pause. À tout de suite.